Bonsoir. Dans les eaux froides du Pacifique Nord, au large de l'Alaska, des hommes naviguent au bord de la banquise à la recherche du crabe des neiges. S'ils prennent tous les risques, le froid, la fatigue, l'accident, c'est d'abord pour l'argent. Mais la folie du Grand Nord les gagne et le souffle de l'aventure les ramène chaque année dans ce Far West blanc. Voici Marin givré, un reportage de Yannick Charles et Denis Bassompierre. Selon les Américains, Dutch Harbor en Alaska serait le plus grand port de pêche de tous les États-Unis. En quelque sorte, un Far West du poisson aux portes des eaux glacées du Pacifique Nord et de la mer de Bering. Chaque hiver, une race particulière de pêcheurs débarque ici, au bout des îles Aléoutiennes, pour faire fortune et aller au bout d'eux-mêmes. « 3 heures du matin, dans une des multiples baies de Dutch Harbor. L'Independence, un navire-usine au mouillage à quelques centaines de mètres de la côte. Jour et nuit en hiver, des bateaux de pêche viennent de cette manière se mettre à couple des usines flottantes pour débarquer leurs récoltes. Cette nuit encore, les viviers sont pleins. 3 cuves à débarquer, 200 000 crabes environ, 125 tonnes. « 125 tonnes à débarquer à la main. On remplit à la main, on vide à la main. Ça semble archaïque, mais c'est comme ça. « 6 heures du matin, cette fois dans les entrailles du navire-usine. Changement d'équipe pour les 200 ouvriers et ouvrières du bord. Les 4 coins de la planète réunis sur un même bateau, à l'ancre, au bout de l'Alaska. Ici, tu gagnes plus parce que tu travailles et puis tu es logé et nourriture et tout ça. Hein. C'est à cause de ça, les gens, il y a des Philippins, il y a des Américains, aussi il y a des Asiatiques et tout ça. Aussi il y a des Africains. Pas de préférence nationale ici. La seule condition à bord, accepter de travailler comme un forcené. C'est ma seconde saison. Et je suis là pour 6 mois environ. Moi, je suis venu de Seattle en même temps que le bateau. Ça nous a pris 12 jours pour monter jusqu'ici.
Au pied du navire-usine, le débarquement continue. 180,000 pounds. De 90 à 150 tonnes selon le jour et les bateaux, ça fait beaucoup de crabes. A lot of crab. Same day. Il y en a Different day davantage de jour en jour. every day, more crab. I don't know exactly how Je ne deep, connais pas la profondeur de cette cuve, but mais je pense qu'on doit être à la moitié. halfway. Mediano. La moitié? Halfway. 12 heures par jour, sinon 18 pour les plus en forme. Pas de congé, pas de week-end, un lit dans une cabine, des douches collectives. Certains craquent au bout de 15 jours. D'autres reviennent d'une saison à l'autre. Et qu'importe la green card, la carte verte, sésame administratif pour pouvoir travailler aux États-Unis. L'émigration n'est pas trop regardante en ce moment en Alaska. Il y a trop de travail. C'est une sorte de test vis-à-vis de toi-même. C'est de l'endurance. Il faut tenir tous les jours. Rester en forme, ne rien contester, bosser à fond. Il n'y a que ça ici. That's mostly it. « 5 heures de l'après-midi, le lendemain, plus que 40 tonnes de crabes à débarquer. Il ne faut pas traîner dans la baie. Une dizaine d'autres crabiers attendent leur tour. L'hiver, les saisonniers des navires-usines ne sont pas les seuls à se défoncer en Alaska. En mer, dans un rayon de 500 km autour de Dutch Harbor, des marins se ruinent la vie pour le crabe. À l'instar des sportifs de haut niveau, leur carrière est courte et intense. Après 35 ans, ils sont, dit-on, finis. À bord du Billy King, crabier de 45 mètres, ils sont 7, moyenne d'âge moins de 30 ans. Certains font la saison tous les hivers depuis quelques années. D'autres ne font que passer. That's for my wrists. C'est pour être en forme. Pretty sore. Je prends ça tous les matins. Every morning while I'm Seulement here, quand je suis ici. Sleep maybe 3-4 hours. On dort peut-être 3-4 heures par nuit. Et on travaille 20 heures. Just depends on what's going on. Ça dépend comment ça marche. If we have to, Si on a du matériel à ramener à bord, s'il y a des crabes. If there's no crab, sometimes we stay Parfois, on reste debout 30 heures d'affilée. 30 hours. Et pour les repas, Whenever, C'est n'importe quand. you know. Et n'importe quoi. Grab some crackers. That's dinner. Des gâteaux secs, par exemple. Tiens, ça c'est ton dîner. I know I got through there, but I don't think Ty will.
casier à crabes en Alaska est à la mesure du pays, immense. Plus de 2 mètres de large, une demi-tonne de ferraille. Et des kilos de morue pour appâter les crabes par 200 mètres de fond. « 10 degrés en dessous de zéro, température normale pour la saison en mer de Bering. À partir de moins 5, moins 10 degrés environ, l'eau salée se met à geler. Là, on a environ 5 cm d'épaisseur, venue dans la nuit. Mais ça commence juste à geler. La glace alourdit le bateau. Elle peut le faire couler si on ne la casse pas. Il y a trop de poids. Ça, par exemple, combien ça pèse? C'est lourd. Ça fait du poids partout. Et plus il y a de poids en hauteur, plus il y a de risque que le bateau se renverse. C'est plutôt destiné au baseball d'habitude, mais ça fait bien l'affaire ici. C'est pratique, tu l'as bien en main, c'est bien lourd. C'est bien pour taper la glace. On l'a à bord depuis quelques années. Regarde, quand la glace est dure, ça convient tout à fait. Là, elle n'est pas encore trop dure. Cette nuit, ce sera pire. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas 36 000 manières de toute façon pour casser la glace. Comme ça, ça va. À la barre du Billy King, Jeff, le capitaine, 37 ans, dont 15 passés en mer de Bering, à courser le crabe. Okay, let's see if we do round 2. Les gens qui montent ici seulement pour l'argent ne tiennent pas longtemps. D'ordinaire, ils font une saison, c'est tout. Ils ne reviennent plus après. C'est trop dur. Il y a des blessés, des morts malheureusement. Ce n'est pas permis à tout le monde d'être ici. Nuit blanche, par moins 15, sous les embruns glacés. Cette fois, 30 casiers à remonter en 1 heure. « 400 crabes par casier les bonnes nuits, moitié moins en fin de saison. »
L'espèce visée s'appelle le crabe opilio, autrement nommé crabe des neiges, parce qu'il pullule là où il fait froid, sous la glace, à la lisière de la banquise. Chaque nuit, chaque jour, même scénario. Viser les bouées dans la houle, relever et remettre à l'eau quelques-uns des 250 casiers que Jeff, le skipper, a disséminés dans la mer de Bering. Avec les mouvements du bateau, les casiers sont un danger permanent. Des bras, des jambes coincées comme ce fut le cas lors du voyage précédent du Billy King. Des hommes aussi, projetés par-dessus bord dans l'eau glaciale. « 9 h du matin, lever du jour, bientôt une pause, 2 heures de route. Il y a plein de petits trucs à faire en plus quand il fait froid comme ça. Il faut tout le temps casser la glace autour des machines pour qu'elles continuent à tourner. Remarque, ça nous fait bouger, et comme ça on n'a pas trop froid. On tient le coup, on se raconte des blagues entre nous. Le soir, on est tellement épuisé qu'on a l'impression d'avoir bu. Mais ça va, c'est le boulot. Si on est mieux ici qu'à terre? Oui. Pour moi, oui. Pas pour tout le monde. Pour l'argent, c'est bien de faire au moins 1000 $ par jour, environ 6000 francs. On pêche en gros pendant 2 mois. Et si tu fais 35 000 $ ou même 40 000 $, ça te fait 250 000 francs dans la saison. Avec ça, tu as assez pour le reste de l'année, jusqu'à la saison suivante. La première fois que je suis monté ici, j'ai dû rester 5 mois. Et plein de fois, j'ai voulu m'en aller parce que c'est vraiment dur comme boulot. Mais bon, j'ai tenu le coup, je voulais rester, même si c'était dur. Quand je reviens chez moi, je rentre pour quelques semaines, même quelques mois. Et puis ça me reprend. Je passe un coup de fil pour dire que je remonterai bien pêcher ici. Ça va faire 11 à 12 ans que je fais ça maintenant. Les dollars, la mer, la liberté, ce serait ça pour eux, la pêche en Alaska. Une aventure moderne, comme un truc que l'on goûte une fois,
et dont on ne pourrait jamais après se passer. Quatrième jour de mer, cap au nord, à la lisière de la banquise. Le choc. Les premières traces de la banquise éclairées en rouge par les lampes au sodium des projecteurs du navire. Là, ça commence juste. Derrière, il y a les gros blocs. Ce sont les premières plaques. Si avec ces couches-là, ça irait. Et si tu continues tout droit, ça devient de plus en plus épais. Et ça devient des icebergs. C'est pas bon. On a deux options maintenant. Soit aller au sud, soit aller au nord. Moi, je préférerais aller au nord. Mais si dans quelques jours, nous devons aller débarquer le crabe, si je laisse mes casiers à cet endroit, je risque fort de les perdre et de ne retrouver rien d'autre que des icebergs si le vent se met à souffler. Je voudrais bien aller plus haut pour voir comment est la glace. Là, ça va. Il y a 2 bateaux à 8000 d'ici. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a plus haut. Un peu plus haut, à 6 heures de navigation pour le Belikin, l'île Saint-Paul. Un bout de terre au milieu de la mer de Bering, à quelques dizaines de milles de la frontière russe, dans l'archipel Pribilov. Chaque hiver, l'île américaine se retrouve à la frontière entre l'eau libre et les icebergs. À partir du mois de février, selon les vents et les courants, Saint-Paul est cerné puis bloqué par la banquise. Au sud de l'île, anciennement membre du royaume de Russie, le village, à l'abri des vents du nord. « 600 habitants, des Indiens qui vivent ici toute l'année. En cette saison, Saint-Paul est le port le plus proche des zones de pêche des crabiers. Celui où ils peuvent se replier en cas de grosse tempête. Celui où les sauveteurs peuvent atterrir en cas d'accident. Mais Saint-Paul est aussi le port où les bateaux ont le plus de risques de se faire prendre dans la glace. Le Belikin n'ira pas à Saint-Paul cette semaine, de peur d'y rester coincé. Comme beaucoup d'habitants de Saint-Paul, Taimon, l'hiver, surveille de très près l'évolution de la banquise. Tous les jours, il consulte sur ordinateur
les mouvements de la glace. On ne s'imaginait pas qu'il y aurait autant de glace cet hiver, vu l'été chaud que l'on a connu avec le Niño. Mais maintenant, la banquise est en train de descendre vers nous très rapidement. « 17 h, une nouvelle nuit de travail commence pour Tymon. Ici aussi, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans les navires-usines comme le long des quais, Saint-Paul ne vit en ce moment que par le crabe. Mais plus pour longtemps. Plus que quelques jours et les bateaux ne pourront plus venir débarquer ici. Pour Tymon, l'arrivée de la banquise va bientôt sonner la fin de la saison du crabe à Saint-Paul. On a toujours besoin de la glace parce qu'elle amène avec elle les crabes au sud de l'île. Toujours. Mais on n'aime pas quand elle descend trop loin, comme maintenant. Elle est descendue trop bas. Dans une semaine, on ferme tout ici. Le port sera fermé jusqu'en mai. Ici, il y a de la glace du début mars jusqu'au mois de mai. Et dans le port, il y a des morceaux de glace grands comme des voitures. Les bateaux ne peuvent plus rentrer. « 9 h du matin, à quelques dizaines de kilomètres de l'île Saint-Paul. L'heure du coup de barre, après une nouvelle nuit blanche. Et dilemme pour Jeff. Comment éviter la glace sans rater les crabes? On dirait que la glace épaisse converge au nord de l'île Saint-Paul. Là, c'est juste des plaques. Le gars qui parle à la radio m'a dit qu'il a 150 casiers sur le pont. Il me demande si j'ai mouillé des casiers par ici, en me conseillant de les enlever vite fait. À seulement 4000 d'ici, il y a de la glace épaisse qui descend. Là encore, ce n'est pas trop mauvais, on peut pêcher. Mais la glace, de toute façon, ce n'est jamais bon pour les bateaux. Rappelez-vous le Titanic. Ici, elle ne semble pas si épaisse, mais dans certains endroits, il faut se méfier. Enfin, tu peux parfois réussir à travailler facilement. Le vent du nord, 60 km/h glacé en pleine figure, moins 20 degrés. Il y a toujours beaucoup de crabes sous la glace. Le problème, ce sont les casiers que tu peux perdre. La glace emporte les bouées et fait couler les casiers dans des secteurs beaucoup trop profonds pour les récupérer. Ce n'est pas facile, il faut bien faire attention quand tu pêches dans la glace. On la surveille tous les jours. On reçoit des photos satellites, on essaye de savoir comment elle bouge, si elle est loin. En fait, on essaie de prévoir, quoi. Mais les coups de vent arrivent vite, très vite en mer de Bering. En 24 heures, la glace peut bouger de 40 km et surprendre les bateaux.
L'Alaskan Monarch en a fait les frais il y a quelques années au nord de l'île Saint-Paul, alors qu'il se dirigeait en hâte vers le port pour pouvoir débarquer ses crabes. Les Coast Guard, sur le qui-vive durant toute la saison du crabe, ont cette fois sauvé les marins, mais pas le bateau, drossé à la côte. Les gens ici vont toujours au bout d'eux-mêmes. Sinon, tu ne fais pas long feu. C'est le jeu. C'est aussi notre nature d'être à la limite. On aime ça. Quand on a quitté le port en début de saison, le bateau était couvert de casiers, jusqu'aux vitres de la passerelle. Tu pouvais sentir le bateau rouler comme ça. Tu sentais combien il était lourd. On pouvait presque plus se traîner. Il y avait de la glace épaisse partout. Ouais. Là, j'ai eu très peur. Retour à Dutch Harbor, après 11 jours de mer. Les cuves du Billiken sont pleines, 125 tonnes de crabe des neiges, l'équivalent de 1,5 million de francs dans les cales. Bateau à quai, direction maintenant l'aéroport. Where are they at? Right here, this is it. That's it, huh? Whole operation right here. Wow. Greg, qui a accroché des centaines de morues dans les casiers pendant 3 semaines, n'en peut plus. Plongeur professionnel le reste de l'année, Greg ne veut pas repartir en mer une 4e fois. Il a trouvé un autre boulot, moins tuant, pour passer l'hiver. Okay. Okay? See you, man. See you, Good luck. thanks. Give me a call. Okay. Okay. Bye. It was, I'm glad I did Je it. suis content d'avoir fait ça. It was good to see C'est bien de how far voir you can jusqu'où push tu peux yourself, aller, I think. jusqu'où tu peux tenir avant de craquer. Go before cracking.
Pour Greg, ce fut une expérience, juste une expérience, comme on aime en vivre lorsqu'on est jeune et qu'on a envie de croquer la vie. Les autres équipiers du Billy King sont repartis, eux, pour un nouveau voyage, face aux embruns glacés de la mer de Bering. Je crois que je vais venir encore une année de plus, et ça ira. Je suis le plus vieux sur le pont, j'ai 34 ans. Je vais encore en faire un peu et je vais arrêter. J'espère que je ne serai plus là après mes 30 ans. Je commence à être trop vieux pour rester ici. Je veux partir avant d'être cassé. Chaque année, en fin de saison, les marins disent qu'ils ne recommenceront plus, pour finalement mieux revenir en Alaska l'année suivante, comme en manque. Marin givré, un reportage de Yannick Charles sur de très belles images de Denis Bassompierre. Béatrice, une étrange histoire, une curieuse histoire d'espionnage. Oui, on va rester sous les mêmes latitudes, mais côté russe, à Saint-Pétersbourg, un homme fait beaucoup parler de lui, et bien malgré lui. Alexandre Nikitine voulait en fait alerter l'opinion internationale sur les risques d'une pollution nucléaire sans précédent dans le nord de la Russie. Il a sorti un rapport détaillé, c'était il y a 2 ans, et là, les ennuis ont commencé. 6 février 1996. C'était tôt le matin. Quand on a frappé à la porte, il était 7 heures du matin. On venait de se réveiller. Et là, on m'a dit qu'il fallait que j'aille au FSB. Le FSB, c'est le nouveau nom du KGB. On ne m'a évidemment pas permis de prendre avec moi quoi que ce soit, même pas une brosse à dents. Et ce n'est qu'au bout de 3 jours que ma femme a pu me transmettre quelques effets personnels. Des amis à lui vont filmer son arrestation. Je m'appelle Alexandre Nikitine. Je suis un ancien officier de marine. Et j'ai travaillé sur les sous-marins atomiques de la flotte du Nord. Je suis accusé, selon les termes du code pénal, de haute trahison de la patrie, pour cause d'espionnage. On m'accuse d'avoir divulgué des secrets d'État. Son crime, le voici. Un rapport complet sur l'état de la flotte des sous-marins nucléaires en Russie. Un inventaire méticuleux réalisé pour une association écologiste norvégienne, Bellona, où Nikitine travaille depuis sa démission de l'armée il y a 8 ans. Un rapport explosif. Non pas à cause de ce qu'il révèle, les informations sont accessibles à tous dans des brochures, des livres ou même sur Internet. Mais parce que là, elles sont toutes rassemblées, analysées, interprétées, un travail jugé trop professionnel par les autorités militaires. Car l'état des lieux recensé par Nikitine a de quoi faire frémir. La situation est réellement très compliquée. Il s'agit en fait de l'héritage que l'Union soviétique a laissé à la Russie. Toute la flotte nucléaire a produit des déchets radioactifs. Ces déchets ont été accumulés, stockés, et il n'y a pas d'argent pour les retraiter. Aujourd'hui, l'accumulation de ces problèmes non résolus fait peser une menace du type Tchernobyl. Ce n'est pas un danger seulement pour cette région, c'est une menace qui concerne toute la planète. 247 sous-marins nucléaires. À elle seule, l'Union soviétique en a construit davantage que le monde entier réuni. Depuis 1991 et la fin de la guerre froide, le désarmement est amorcé. Aujourd'hui, il reste 109 sous-marins nucléaires russes en activité. Mais dans le nord de la Russie,
près de la moitié de la flotte est hors service et une centaine de sous-marins sont abandonnés dans les différentes bases de la Baltique, à Mourmansk ou dans la péninsule de Kola. Entassés, en attendant que la Russie trouve les moyens de les éliminer. Un risque potentiel de pollution nucléaire 10 fois supérieur à Tchernobyl. Objectif du travail de Nikitine, aider les autorités russes à trouver des fonds internationaux. Mais l'ancien capitaine recense aussi les incidents ayant déjà entraîné des fuites radioactives et des morts d'hommes. Secret d'État, trahison de la patrie. Александр, скажите что-нибудь зрителям. Dans ma tête, ce qui se passait, c'était un choc, j'étais atterré. Mais je me suis dit que ça allait durer un jour ou deux, peut-être une semaine, et que tout allait s'arranger. Kokon, иди сюда. Kokon. Kokon. Скорей, скорей, скорей. Alexandre Nikitine ne le sait pas encore, mais il va passer 10 mois et demi en prison avant d'être mis en liberté surveillée sous la pression de l'opinion publique internationale. Amnesty International, Clinton, Chirac et de nombreuses associations de défense des droits de l'homme vont soutenir Nikitine. Citizen Watch est une ONG russe de Saint-Pétersbourg composée d'experts en droit au niveau international. C'est ici que s'est constitué le comité de défense d'Alexandre Nikitine. Quand Nikitine a été arrêté, on a tout de suite pensé qu'il y avait quelque chose de louche. Après avoir mené l'enquête, pendant plusieurs mois, nous sommes arrivés à la conclusion que l'affaire Nikitine était avant tout un problème politique. Si Alexandre Nikitine est jugé coupable, alors tous les citoyens de Russie qui auront travaillé plus ou moins pour des sociétés étrangères, privées ou gouvernementales, commerciales, de défense des droits de l'homme, dans l'éducation, les œuvres de charité, s'ils ont collaboré pour des sociétés quelles qu'elles soient, alors ils seront menacés de répression politique. Et ce sera alors vraiment la victoire de ceux qui essaient aujourd'hui d'isoler à nouveau la Russie. L'affaire Nikitine est au point mort en attendant un procès ou un non-lieu. Depuis plus d'un an, l'ancien capitaine est assigné à résidence sous haute surveillance, téléphone sur écoute, visite discrète et fouille à son domicile. La liberté de Nikitine est relative. Chaque matin, il doit se rendre au FSB avant de rentrer travailler à la défense de ses idées, en essayant d'ignorer l'hostilité des voisins. Mes relations avec les gens ont changé, bien sûr, et à bien des égards. Vous savez, il y a des gens pour qui, si le KGB et maintenant le FSB a quelque chose à vous dire, c'est que vous êtes un ennemi du peuple, que vous avez des choses à vous reprocher. Ce qui fait que, globalement, au quotidien, la situation est difficile à vivre. Et si c'était à refaire ? J'en ferai encore davantage, mais croyez-moi, je m'y prendrai autrement. Je n'aurais jamais cru que la Russie soit restée aussi bêtement archaïque. Nikitine est devenu un symbole, un enjeu, une affaire Dreyfus version atomique. Même si le sort de l'homme et de la démocratie en Russie ne sont pas encore réglés, l'affaire Nikitine aura d'ores et déjà permis de révéler au monde entier la gravité et l'urgence de la situation. Aujourd'hui, la planète ne peut plus l'ignorer. Alors un point positif tout de même, il y a quelque temps, Boris Eltsine a demandé l'aide des fonds internationaux pour résoudre ce problème, ce qui est tout de même la reconnaissance officielle du risque de pollution nucléaire dévoilé par Nikitine. Mais paradoxalement, la semaine dernière, le parquet de Saint-Pétersbourg a annoncé qu'il maintenait son inculpation de haute trahison contre Nikitine. Et puis de son côté, Alexandre Nikitine, lui, quelques jours plus tôt, s'est plaint officiellement du harcèlement exercé contre lui par les services de sécurité. Il semblerait que la surveillance du FSB se soit beaucoup renforcée. Donc voilà où on en est aujourd'hui. L'affaire Nikitine est dans l'impasse et pendant ce temps-là, les poubelles nucléaires continuent à pourrir tranquillement.
Oui, il l'a reconnu officiellement, mais pour l'instant, on ne sait pas si les autorités internationales s'intéressent au problème. J'espère qu'elles vont se réveiller. Il n'a pas le droit de quitter le Saint-Pétersbourg. Il est toujours sous résidence surveillée. Passeport confisqué. Une affaire qu'on continuera, bien sûr, à suivre. Yannick, on a parlé cette semaine à nouveau du bateau de Jerry Roof. Oui, effectivement, des informations sont parvenues en France le week-end dernier, en fin de semaine dernière, en provenance du Chili. Informations selon lesquelles le voilier Groupe LG, le bateau de Jerry Roof, aurait été repéré, aurait été découvert. Alors c'est un dossier qu'on a beaucoup suivi à Thalassa, on en a beaucoup parlé, c'est une histoire douloureuse, une affaire délicate. Et je vous propose de reprendre un petit peu, parce que c'est compliqué, la chronologie des faits. Le navigateur canadien Jerry Roof était engagé, comme vous le savez, dans la course autour du monde, le Vendée Globe. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 7 janvier 1997, après avoir indiqué par radio qu'il affrontait une violente tempête dans le Pacifique Sud. Et depuis ce soir-là, le navigateur et le bateau sont considérés comme disparus quelque part dans le Grand Sud, au sud-ouest des côtes chiliennes. Cet été, du nouveau, la marine chilienne qui a participé activement aux recherches repère au large une coque retournée, identifiée comme étant celle du groupe LG. Alors les proches, les équipiers, la famille de Jerry Roof décident de se rendre sur place. Ils survolent la côte, les canaux de Patagonie, là où la coque serait susceptible d'avoir dérivé. Survol qui ne donne rien. Sur place, la famille en profite pour mener une campagne d'affichage dans tous les ports du sud du Chili, à l'attention des pêcheurs, des campagnes d'affichage avec descriptif du voilier et un numéro de téléphone en France. Et la semaine dernière, effectivement, le week-end dernier, le téléphone, dans la nuit d'ailleurs, a sonné au domicile de la femme de Jerry Roof. Au bout du fil, un pêcheur chilien qui disait avoir découvert, repéré un bateau qui concordait avec les descriptions. Alors le bateau serait au bord d'une plage, la coque serait en parfait état. D'autres détails, on n'en connaît pas plus, parce que le pêcheur a dit qu'il révélerait l'endroit exact. Il a dit qu'il est à 30-40 heures de Punta Arenas, le port le plus proche, mais il n'a pas donné l'endroit exact parce qu'il réclame une somme de 5 000 $, soit 30 000 francs. Alors il faut savoir, là c'est un autre problème, que selon les pays, la législation en matière de découverte de bateaux change. Si vous, en France, vous trouvez une épave, vous êtes à bord d'un bateau, vous découvrez une épave au large, vous la remorquez et vous appartient. Alors au Chili, c'est peut-être pas la même chose. En attendant, nous, on a pris... Et les autorités chiliennes, alors non, effectivement, on a pris contact avec la marine chilienne, qui s'en occupe, effectivement, qui a décidé de mener, qui a dit on va mener une enquête maritime pour vérifier exactement l'existence de cette épave. Là, aujourd'hui, on peut supposer que le pêcheur qui était en mer jusqu'à présent est attendu de pied ferme sur le quai de Punta Arenas. Donc la confirmation de groupe LG ou non devrait venir dans les heures ou dans les jours à venir. Et après quoi, on peut imaginer qu'on pourra déterminer peut-être l'origine de l'accident, qu'est-ce qui s'est passé à bord du bateau. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les recherches dans ces pays sont très longues, puisque c'est quand même... C'est très loin, c'est hostile, c'est inhospitalier. Il y a quand même un truc qui est complètement fou dans cette histoire, c'est que ce bateau, pendant 16 mois, a dérivé dans l'océan, et il a été vu que 2 fois en 16 mois. C'est quand même un grand désert. On ne va pas quitter la voile, mais peut-être un peu plus souriant. Je voudrais quand même saluer les 2 vainqueurs de la Lorient Saint-Barth, puisqu'ils sont arrivés aujourd'hui même à Saint-Barth. Il s'agit de Bruno Jourdain et Marc Guessard, qui ont mis 22 jours, 14 heures, 24 minutes et 11 secondes pour être précis. Mais en fait, à Saint-Barth, toute la course est arrivée, si j'ose dire, assez regroupée, puisque le second est à 19 minutes, le troisième à 23 minutes, et le quatrième à 35 minutes. Vous voyez, quand même, tout ça est assez regroupé. En tout cas, ils ont le soleil, et Saint-Barth, c'est toujours sympa. Et puis, pour ceux qui sont à La Rochelle ce week-end, je vous signale qu'à partir de demain après-midi, va faire escale à La Rochelle la fameuse Whizbread, la course autour du monde en équipage, célèbre course qui a lieu. Il n'y a pas beaucoup de Français à l'intérieur, c'est vrai, cette année, mais ça vaut quand même le coup d'aller voir cette escale. C'est quand même une course intéressante. La Whitbread, c'est la course que vous avez courue il y a très longtemps, oui, je vous en prie, je vous en prie. C'est vrai. Loïc, plus sérieusement, vous êtes allé à Rennes, au palais de justice. Oui, beaucoup plus sérieusement, puisque c'est une affaire assez lourde, celle-là aussi, d'un point de vue humain. Vous vous souvenez du Snekker Arctic ? Tout à fait. C'était en fait l'un des premiers chalutiers congélateurs usines. C'était nouveau à l'époque. Et tout ça, ça remonte à il y a plus de 12 ans maintenant. On le considérait à l'époque comme la Rolls-Royce des mers. Bon.
Une équipe de Thalassa avait d'ailleurs été filmée à bord. Ramon Gutiérrez s'était monté à bord. Oui, pendant plusieurs jours pour filmer ce travail qui était donc un peu nouveau. Et puis, alors là, catastrophe totale. 8 mois après le lancement, finalement, eh bien, le Snekkar Arctic coule au large de l'Écosse d'un coup. 18 marins sont perdus. Et alors là commence une interminable bagarre, évidemment technique et judiciaire, autour du pourquoi de ce naufrage. Et alors, Rolls-Royce des mers d'un côté, on l'a dit, et puis également bateau cercueil, d'autres l'ont dit aussi, ça paraît contradictoire et paradoxal, et l'affaire, vous allez voir, n'est pas terminée. Ce jour-là, à Dieppe, tout allait bien. On mettait à l'eau le Snekkar Arctic, deuxième bateau d'une série de 3 chalutiers congélateurs. Technologie de pointe, navire-usine, c'est tout neuf à l'époque, presque un nouveau métier dont on attendait beaucoup. Mais à peine 8 mois plus tard, c'est la catastrophe. Au large de l'Écosse, mauvais temps, mais on a vu pire là-bas. Le Snekkar Arctic coule pourtant comme une pierre en une vingtaine de minutes. 18 marins sont morts, un autre chalutier, le Doggerbank, perdant lui aussi un homme en portant assistance. C'était il y a plus de 12 ans. 12 ans et l'affaire est toujours en cours. De grandes instances en cour d'appel, de cassation en tribunal administratif et puis à nouveau en cour d'appel, mercredi dernier à Rennes, où 2 thèses s'affrontaient encore. C'est toujours la même chose. Un naufrage, il y a 2 choses. Ou la fatalité, ou c'est l'équipage qui est incompétent. Mais c'est jamais la fabrication des bateaux. Pour Bernard Mallet, président de l'association des familles de victimes, le bateau était raté et dangereux. Une responsabilité contestée par le chantier concepteur, le Bureau Veritas et les affaires maritimes qui avaient donné le feu vert. Et l'on parle d'erreur de l'équipage. Reste qu'une donnée économique dans la conception du bateau-usine est peut-être le nœud du problème. On a voulu mettre dans un bateau de 49 mètres 95 pour pas faire 50 mètres. Pour qu'il ait le droit d'aller pêcher dans les eaux canadiennes, puisque les Canadiens voulaient des bateaux de moins de 50 mètres, on a mis dans ce bateau-là l'équipement d'un bateau-usine de 80 mètres. Alors qu'on vienne critiquer un équipage comme ça, qui n'avait pas, ils ne sentaient pas leur bateau, ils étaient sur un bateau, sur un sabot. Il vous l'avait dit, ça, par exemple, votre... mon fils, oui, il dit de toute manière, on a toujours l'impression qu'on va partir. On ne sait jamais de quel côté qu'on part. Le bateau, on ne l'a pas sous les pieds. Un bateau toujours trop sur le cul, comme disent les marins, comme mal posé sur l'eau en fait. Et puis, le 21 février 86, un tableau électrique mal protégé qui prend l'eau, des pompes qui ne fonctionnent plus ou mal, un navire qui embarque plus d'eau qu'il ne devrait et finit par pencher dangereusement d'un côté. Tout s'en mêle ce jour-là. Et au bout du compte, sans même le temps ou la possibilité de lancer un SOS, le drame. Une seule certitude, les rares rescapés avaient tous réussi à enfiler leur combinaison de survie. Le Snekkar Arctic a coulé il y a plus de 12 ans. 12 années de décisions judiciaires contradictoires, de bagarres autour d'énormes dossiers techniques et juridiques pour une affaire complexe. La pêche est un métier à risque, trop justement pour simplement évoquer le mauvais temps ou la fatalité. Je n'ai jamais cru à la fatalité, ça peut arriver de temps en temps, mais une conjonction comme ça de fatalité, à la fin, ça pose question. Et il est grand temps quand même de faire une analyse et puis de changer les conditions de sécurité à bord des navires de pêche, aussi bien que des navires de commerce, pour certains, tout au moins. Même si ça restera toujours un métier dangereux, ça c'est clair. Ça restera toujours un métier dangereux, mais on peut le rendre moins dangereux si on est sérieux. Si on travaille tous ensemble pour la sécurité, aussi bien à terre qu'en mer. Action constante, ça marche, hein, toi. Il n'y a plus qu'à laisser aller. Alors Loïc, ça fait 12 ans, mais j'ai l'impression que c'est pas fini. Non, bah non, c'est pas fini. Parce que ça, d'ailleurs, c'était mercredi dernier à Rennes. Il faut attendre la décision de justice. Alors, l'avocat général a requis contre les responsables, à l'époque, du chantier concepteur et des affaires maritimes, des peines de prison de 10 et 5 mois. Donc, tout ça, eh bien, il faut attendre. C'est en délibéré et on se retrouvera le 17 septembre à Rennes, à 14 h, pour une décision là-dessus.
Merci Loïc, on change totalement de décor. Dans la série 2001, Odyssée de l'espace, si j'ose dire, il y a 2 semaines, Béatrice, vous nous avez parlé d'une plateforme qu'on a restaurée, qui va lancer une fusée extraordinaire et tout. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, attendez, pour l'instant, ils ne l'ont pas lancé, on va suivre ça de très près. Mais dans vos cartons, vous avez encore autre chose. Et oui, la Gwerner a encore frappé. Donc le groupe norvégien qui est responsable du projet dont vous venez de parler se lance dans un autre projet, la construction de la plus grande structure marine du monde. Une petite commande du ministère de la Défense qui leur coûtera, des États-Unis, la Navy, ça leur coûtera environ 36 à 60 milliards de francs. Quel week-end! C'est une machine qui va révolutionner la stratégie militaire maritime, une gigantesque base offshore marine, donc mobile, baptisée Seabase. Alors regardez le projet, ça ressemble à une piste d'atterrissage pour avions, des gros avions, des C-17. Ça pourra héberger 10 000 militaires, transporter des tanks, des chars d'assaut, des hélicoptères, des missiles, etc. La taille, 1600 mètres de long sur 140 mètres de large, ça fait à peu près 5 porte-avions mis bout à bout. Et cette plateforme donc est composée de 3 immenses petites plateformes pétrolières, si on peut dire, qui sont 4 à 5 fois plus grandes que celles qu'on a l'habitude de voir en offshore. Elles sont reliées entre elles par 2 ponts qui sont flexibles. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Là, le mouvement que vous voyez est accentué plus de 200 fois pour bien faire comprendre. L'intérêt de cette flexibilité, c'est d'absorber les mouvements de la mer, notamment la forte houle. Alors en plus, ce porte-avions de l'an 2000, je ne sais combien, est quasiment invincible. Il y a seule une bombe atomique pourrait le faire couler. Vous comprenez bien que c'en est donc fini des porte-avions traditionnels qui étaient trop chers, trop lourds. Mais ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Très belle chose avec des ordinateurs maintenant. Aujourd'hui, maintenant, en tout cas, l'avenir, c'est donc la MOB, la mobilette la base mobile offshore. C'est donc une espèce d'île flottante là, qui appartiendra aux États-Unis, qui pourront déplacer n'importe où sur toutes les mers du monde et là, attaquer qui veut. Donc c'est un projet géant du point de vue technique, mais aussi du point de vue stratégique tout à fait révolutionnaire. Et puis si jamais on arrête la guerre, on peut en faire un camp de vacances pour les familles des militaires américains. Ça serait parfait, ça. Pour faire du roller. Quand vous dites la bombe atomique, je vous signale quand même que la mer est capable aussi de détruire ce genre de choses, parce que les 200 fois, quand ça cartonne, ça cartonne. Non, il paraît que non, je vous assure. Yannick, la semaine prochaine, la semaine prochaine, cap au nord de la France, chez les Ch'timis, à Boulogne-sur-Mer, grand port de pêche, où visiblement, là-bas, il se passe de drôles de choses, puisqu'il y a davantage de poissons à arriver par la route, par camion ou par avion, que par bateau de pêche. Allô? Oui, Georges. Je vais essayer de faire baisser, là, hein? Ouais, d'accord. La vente est difficile, hein? Ok, Georges. Salut. Hein. L'homme s'appelle Christian Laoche. Allô? Ouais, salut Jacques. C'est le plus important et le plus redouté des marailleurs de Boulogne. Son métier, acheter du poisson. Tous les matins, il est ici, à la vente à la criée. 1 kilo? Toi, les frais non plus? Chaque jour, 200 à 300 tonnes de poissons changent de main. Les cours se jouent ici, à la hausse ou à la baisse. Le carlet 10 francs, 967. Je vois si j'en rachète à la halle. En 25 ans, Christian Laoche est devenu un magnat du poisson. Pour répondre à la nouvelle donne du marché, il a des correspondants dans le monde entier. Les transactions se traitent en anglais et au téléphone. Ça coûte moins cher de faire venir du poisson de Boston par avion rendu Boulogne ensuite par camion que de faire Boulogne-Nice par un transporteur français. Nous achetons par avion aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Argentine, en Islande, en Irlande, en Écosse, en mer Baltique, en Allemagne et en Pologne. Et aujourd'hui, grâce à cet entonnoir sur Boulogne qui nous fait être positionnés par rapport à l'Europe du Sud, ça nous permet de prendre des marchés aux Danois. Chaque jour, quand 200 tonnes sont débarquées des bateaux, 800 tonnes arrivent par la route. Boulogne, premier port français et première plateforme européenne du poisson. Voilà, Boulogne Business, c'est vendredi prochain dans Thalassa. Loïc, vous vouliez rectifier à propos des condamnations, enfin des peines requises, pardon, dans le procès du Tricard.
C'est vrai, il faut être précis. En fait, il s'agit de 10 mois et 5 mois de prison avec sursis, c'est important, et 30 000 francs d'amende, mais avec sursis donc. Merci Loïc. Voilà, toute l'équipe Thalassa vous dit à vendredi prochain. Vous avez rendez-vous tout de suite avec toute l'équipe de Faut pas rêver. Sylvain Augier reçoit ce soir l'écrivain Bernard Clavel, que vous allez découvrir sous un autre jour. Et oui, petit-fils et fils de boulanger, vous allez voir, il vous racontera tout ça. À vendredi prochain, bonsoir.